Ah, le voilà, très bien. Alors, on l'a vu fugitivement. Bien. Monsieur Loupo, vous nous entendez? Je vous entends bien, vous m'entendez? Très bien, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bonsoir monsieur l'ambassadeur. Vous m'entendez bien? Ah oui, très bien. Oui, bonsoir, monsieur Laloupo. Comment allez-vous? Moi, c'est Abdoulaye Diop. Bonsoir, monsieur Diop, monsieur le ministre, bonsoir. Je vais très bien, merci. Bonsoir, monsieur le député Bruno Fuchs. Bonsoir, monsieur le rédacteur en chef, président, PDG, je ne sais pas comment il faut s'appeler. Journaliste, c'est peut-être ce qu'il y a de plus… Ah ben, tout simplement. Journaliste, professeur, tout vous avez beaucoup de titres aussi. Monsieur Leroy, bonsoir. Oui, bonsoir, celui qui a un titre qui n'en finit pas. Bon, mais écoutez, si vous êtes d'accord, nous allons commencer. Bonsoir à tous et à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Je comprends que nos auditeurs nous suivent depuis plusieurs pays, depuis la France, bien sûr, depuis l'Éthiopie, depuis la Côte d'Ivoire, depuis d'autres pays d'Afrique. Donc, bonjour ou bonsoir à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide de l'Institut Afrique Monde, que je remercie, et je remercie en particulier sa présidente, Denise Houphouët-Boigny, qui nous dira quelques mots tout à l'heure, sous l'égide donc de l'IAM, pour parler d'un thème évidemment très actuel, le multilatéralisme en question. La date est bien choisie, nous célébrons le 75e anniversaire des Nations Unies. Le programme alimentaire mondial que l'ambassadeur Diop connaît bien vient de recevoir le prix Nobel. Et puis dans quelques jours va se tenir l'élection américaine qui va décider d'un possible retour des États-Unis dans le dialogue multilatéral ou au contraire d'une persistance de sa politique de retrait et d'action unilatérale. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'importance du sujet. Nous ferons le constat de la situation actuelle. Nous étudierons nous parlerons des réactions qui sont déjà produites de la communauté internationale devant ce qu'on peut peut-être appeler une crise du multilatéralisme, qu'il s'agisse de la mise en cause des traités ou des attaques contre les grandes organisations internationales. Et naturellement, nous tâcherons d'esquisser des pistes et des solutions. Comme vous avez pu le voir dans l'annonce, nous avons 4 panélistes que je vais vous présenter dans l'ordre alphabétique et ce sera également l'ordre dans lequel ils interviendront. Tout d'abord, M. Abdoulaye Diop, qui nous fait l'amitié d'intervenir depuis Addis. Abdoulaye Diop est un diplomate de carrière. Il a été entre autres ambassadeur du Mali aux États-Unis. Il a été aussi fonctionnaire international, notamment représentant du programme alimentaire mondial auprès de l'Union africaine. Il a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali et a joué un rôle essentiel dans la négociation des accords d'Alger de 2015. Et maintenant, depuis mai 2019, Monsieur le ministre, vous êtes le directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine. C'est bon. Notre deuxième intervenant est le député Bruno Fuchs, ancien journaliste de TF1, puis patron d'une agence de communication, Images et Stratégie. Vous avez été élu en juin 2017 député apparenté au MoDem de la 6e circonscription du Haut-Rhin. À l'Assemblée nationale, vous êtes membre du groupe d'études Diplomatie économique avec l'Afrique et vous êtes également vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons donc avec vous un spécialiste de la francophonie, bien sûr, mais aussi des questions africaines. Francis Laloupo, vous avez aussi beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes journaliste, vous êtes béninois. Vous avez été directeur de la rédaction du magazine Continental. Vous avez été rédacteur en chef du Nouvelle Afrique Asie. Éditorialiste et chroniqueur à France Inter et à France O. Professeur de géopolitique, notamment à l'ESSEC, et vous enseignez toujours les géopolitiques à l'Institut pratique de journalisme de Paris-Dauphine. Vous êtes consultant pour les médias, vous avez écrit plusieurs livres, notamment France-Afrique, la rupture maintenant, et l'Union africaine vue à travers les médias africains. Alain Leroy, j'ai le plaisir, Alain, à te retrouver. Au départ, tu es ingénieur, tu es diplômé de l'école des mines, agrégé d'économie, diplômé de la Kennedy School of Government de Harvard.
Après avoir travaillé chez Total, tu es entré dans la fonction publique, tu as été sous-préfet, tu es au cabinet de ministre de l'Agriculture, tu es entré à la Cour des comptes et tu as eu plusieurs postes aux Nations Unies, notamment dans des endroits paisibles comme Sarajevo, le Kosovo, la Macédoine. Ensuite, tu as joint le Quai d'Orsay, tu as été directeur des affaires économiques au ministère, ambassadeur à Madagascar, c'est là que nous avons eu l'occasion de pas mal travailler ensemble. Et puis, en juin 2008, tu as été nommé secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé du département des opérations de maintien de la paix. En 2011, ambassadeur de France à Rome. Ensuite, tu as rejoint la Cour des comptes avant d'être nommé secrétaire général du service européen pour l'action extérieure, donc le SEAE, donc le multilatéral, effectivement, toi aussi, tu le connais très bien. J'arrête ici cette évocation de nos 4 panélistes. Nous avons 4 grands spécialistes. Et je vais m'effacer et vous donner la parole. Monsieur le ministre, Monsieur Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et merci aussi à tous les collègues avec lesquels je partage ces moments. Vous avez déjà campé le décor, mais je voulais vraiment, en tant que vice-président de l'Institut, vous remercier l'ensemble des responsables pour l'occasion qui nous est donnée. Et vous avez planté le décor avec vraiment ce 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Mais surtout, je suis fier aussi d'avoir appartenu au Programme alimentaire mondial, qui est aussi un des exemples vivants de ce que le multilatéralisme peut apporter comme réponse à des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, notamment sur le plan humanitaire. Je vais, pour les quelques instants qui me sont accordés, essayer de survoler un certain nombre de points sur lesquels on pourra revenir dans les discussions. Toucher un peu à l'élément de contexte et aux raisons d'être du multilatéralisme. Essayer aussi de souligner en quoi le multilatéralisme est aujourd'hui important. Je vais essayer de partager aussi quelques éléments en termes d'impact spécifique sur l'Afrique. Vu mes responsabilités, je vais peut-être me cantonner beaucoup plus sur ce qui concerne l'Afrique. Et puis, je vais essayer aussi de souligner qu'est-ce qui peut apparaître aujourd'hui comme des avancées et des succès, en tout cas vu d'Afrique, et relever quelques faiblesses et défis, et aussi essayer de dégager quelques pistes pour l'avenir. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que pourquoi le multilatéralisme? Je crois que le multilatéralisme part du constat que nous sommes tous interdépendants et que nous faisons face à des défis tellement importants, tellement complexes qu'aucun pays, futur grand ou petit, n'a pas les moyens de répondre seul à ces défis, mais que nous devons, à partir de cet instant, nous donner des objectifs communs pour travailler ensemble. Et donc, l'essentiel, c'est vraiment que le multilatéralisme nous oblige à adopter des normes internationales et avoir aussi un respect pour les institutions internationales, des normes comme la Charte des Nations Unies, qui oblige les États à travailler sur des notions comme l'égalité souveraine, sur l'interdiction du recours à la force, sur le principe de non-intervention, en tout cas unilatérale sur un certain nombre de problèmes. Je crois que ça, c'est vraiment quelques éléments qui nous aident à comprendre. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une série d'institutions, comme les institutions de Bretton Woods, les Nations Unies, le GATT, qui ont été mis en place pour essayer de promouvoir une certaine forme de multilatéralisme. En termes de raison d'être aujourd'hui, nous savons que ces institutions sont mises en place pour répondre à des défis importants dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine du développement, comme sur les questions humanitaires auxquelles nous devons répondre. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte géopolitique, le professeur Laloupo est là, qui a fondamentalement changé, qui a changé la nature des menaces, la nature des réponses, et aussi qui aujourd'hui nous amène dans un monde où l'unilatéralisme et les propensions nationalistes ont pris le pas sur le multilatéralisme. Et ce qui fait que vraiment les réponses traditionnelles sont aujourd'hui dépassées. Mais malgré ce contexte de défi, nous nous rendons compte que l'ambassadeur Leroy est là et des situations comme le Covid, la Covid, on me corrige toujours, comme la Covid sont là pour montrer des exemples où une coopération internationale est nécessaire parce que grands pays comme petits pays, nous faisons face vraiment à des défis importants, et des pays comme les États-Unis, comme les pays européens, malgré leur toute puissance économique ou militaire, font face à des défis c'est celui qui importants. parle, qui apparaît, et les autres sont dans des... Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle et puis il y a une voix qui interfère.
Bon, donc, voilà. Donc, il y a ces éléments comme le multilatéralisme qui sont aujourd'hui des exemples probant qu'un multilatéralisme est important. En Afrique, par exemple, pour faire face à cette pandémie, nous avons immédiatement mis en place une stratégie continentale qui a permis à l'ensemble des États africains de se mettre ensemble, avoir une stratégie commune, avoir une agence comme Africa CDC qui nous aide à coordonner notre réponse pour pouvoir vraiment, et il y a eu vraiment des avancées par rapport à ça. Je crois que c'est un des exemples aussi qu'on peut donner. En Afrique, un des exemples de multilatéralisme aussi, on peut parler de l'Union africaine et de l'organisation qui a existé avant, l'OUA, où en se mettant ensemble collectivement, les États ont pu au moins arriver à une indépendance politique, même si des défis énormes restent par rapport à la réalisation de l'intégration économique sur le continent, mais ça demeure quand même un outil irremplaçable pour pouvoir faire avancer ces enjeux. Aujourd'hui, en matière de paix et de sécurité, l'Union africaine, comme les organisations régionales, sont au devant pour faire face à un certain nombre de défis, de situations préélectorales ou post-électorales ou des situations de guerre, pour conduire vraiment une diplomatie pour pouvoir répondre. Il n'y a pas toujours des succès, mais je crois que ça demeure quand même un cadre qui permet de faire avancer le débat sur ces questions. Et je crois que c'est aussi en définitive la réalisation que pour des pays qui sont relativement petits, comme des pays africains, le multilatéralisme donne l'occasion de pouvoir contribuer à la réponse de problèmes qui se posent soit au niveau africain, soit au niveau mondial. L'Afrique elle-même essaye, par exemple dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre du groupe des 77, dans le cadre du comité de décolonisation ou dans d'autres cadres, de pouvoir s'associer à d'autres pour pouvoir apporter des réponses à un certain nombre de défis qui se posent au continent. Bon, ça permet quand même d'avancer sur cette question. Et il y a eu en Afrique récemment un développement extrêmement important qui est la mise en place de la zone de libre-échange continentale, qui est, en tout cas en termes de nombre, c'est l'espace économique le plus large, même si ce n'est pas le plus puissant, et qui permet d'une part de pouvoir renforcer les échanges entre Africains, mais aussi de faire avancer l'agenda africain en termes de négociations avec les partenaires à l'extérieur du continent. On est au tout début. On espère que le 1er janvier 2021, des échanges vont commencer entre pays africains et que ceci permettra vraiment de créer des emplois, de créer une nouvelle dynamique et aussi d'attirer des investissements à partir de l'extérieur sur le continent africain. Maintenant, en termes de multilatéralisme, il ne s'agit pas aussi pour nous seulement de dire que le multilatéralisme c'est bien, mais je crois qu'il faut aussi des exemples concrets parce que le multilatéralisme ne peut pas marcher si on ne crée pas un système international qui soit plus légitime, qui reflète plus la diversité du monde et la force des différents acteurs. On sait que les équilibres en 1945 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et qu'il y a vraiment une partie importante de l'humanité aujourd'hui qui n'est pas représentée, qui n'est pas prise en charge dans le cadre des institutions politiques et financières internationales. Donc, il faut renforcer la légitimité de ces institutions et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Afrique, à travers ce qu'on appelle le consensus des Elouini, a souhaité que l'Afrique puisse disposer de 2 postes de membres permanents avec droit de veto, mais aussi de 2 postes supplémentaires. Nous pensons que sans ces avancées pour renforcer la représentativité de l'Afrique, pour la représentation de l'Afrique au plan des institutions politiques et aussi des institutions financières multilatérales, il faut vraiment réformer l'ensemble de ces institutions pour avoir plus de représentation, plus de légitimité, plus de et même plus d'efficacité pour pouvoir répondre à ces questions. Maintenant, il y a peut-être aussi certainement des avancées sur le plan du multilatéralisme avec vraiment les objectifs de développement durable qui ont été adoptés, ensuite l'agenda 2030, l'accord de Paris. Donc, il y a un certain nombre d'avancées, même si la mise en œuvre laisse à désirer à ce niveau parce qu'on n'a pas toujours disposé soit des financements adéquats, soit d'outils pour pouvoir vraiment renforcer les capacités et en faire vraiment des réalités. Donc, il faut vraiment continuer à renforcer les capacités à ce niveau. Et un des exemples aussi de multilatéralisme, c'est que les Nations Unies et l'Afrique aujourd'hui et l'Union africaine sont dans un partenariat
il y a un cadre de collaboration qui a été dessiné sur le plan de la paix et de la sécurité en 2017. Un autre cadre de coopération a été conclu entre le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Union africaine qui touche aux questions de développement. Ces deux instruments permettent aussi de lier les questions de développement et les questions politiques, mais ça demande vraiment une coordination et un renforcement. Même si on estime que les rapports aujourd'hui entre le secrétaire général et le président de la commission sont bons, mais il y a quand même beaucoup de difficultés, notamment au niveau du Conseil de sécurité, pour pouvoir vraiment permettre de valoriser les voix africaines pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, je sais que le temps m'est compté, mais vraiment, en termes, il y a aussi des défis importants qui se posent. On sait qu'il y a eu des échecs. La Syrie, le Yémen, la Libye, aujourd'hui, demeurent aussi des points sur lesquels on pourra revenir pour pouvoir vraiment travailler davantage sur ces questions. On sait que l'unilatéralisme est un défi extrêmement important d'un côté et de l'autre aussi, le terrorisme, l'État islamique, Al-Shabaab et d'autres groupes aussi contestent l'humanisme de ces organisations multilatérales. Le Brexit est un point noir par rapport au multilatéralisme, tout comme aussi le retrait d'un certain nombre de pays importants de l'accord de Paris demeure aussi vraiment des sources de préoccupation aujourd'hui. Donc, il y a des sujets aussi importants comme la migration, le changement climatique ou la xénophobie qui constituent aujourd'hui aussi des défis importants par rapport à ces questions. Donc, en résumé, je viendrai sur la question vraiment de comment renforcer ces institutions et les réformes qui sont nécessaires pour vraiment pouvoir renforcer leur efficacité, leur représentativité pour pouvoir répondre aux défis changeants du monde d'aujourd'hui. Donc, je vais vraiment m'arrêter là pour ne pas épuiser et aller trop au-delà du temps qui m'est imparti. Et je reste disponible aussi pour échanger aussi avec les autres amis autour de la table pour pouvoir aussi apporter ma contribution. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir tenu les délais et puis merci pour ce tableau assez complet que vous nous avez présenté. Je voudrais simplement, mais de façon un petit peu personnelle, revenir très vite sur deux points que vous avez abordés. Le premier, c'est le renforcement nécessaire de la place de l'Afrique dans les institutions multilatérales. Effectivement, si on veut que ces institutions soient crédibles, c'est une condition essentielle et vous savez que mon pays, la France, soutient ce point de vue. Mais c'est évidemment une réforme difficile à mettre en œuvre, mais elle nous paraît indispensable. Vous avez aussi évoqué la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Je n'ai pas votre expérience, j'ai une petite expérience quand même quand j'étais représentant à Addis Abeba auprès de l'Union, enfin observateur de la France auprès de l'Union africaine, puis directeur d'Afrique au Quai d'Orsay, et j'ai pu voir combien cette coopération pouvait être efficace et utile dans le règlement de certaines crises. Il y a là des précédents qui sont positifs, mais comme vous l'avez dit, nous reviendrons là-dessus. Si vous êtes tous d'accord, je vais faire une petite entorse à l'ordre que je vous avais annoncé, parce que je comprends que le député Bruno Fuchs souhaite intervenir après avoir entendu les intervenants africains. Donc, je me tourne vers le professeur Lupo pour lui demander s'il est prêt à sauter une place et intervenir dès maintenant. Professeur, est-ce que vous êtes d'accord? J'avoue que j'aurais bien voulu écouter le député Bruno Fuchs avant d'intervenir. Parce que… Pardon, je vais faire, excusez-moi, on est dans un débat, donc j'en profite, c'est la suggestion que j'ai faite, c'est pas pour intervenir après les deux intervenants africains, c'est que comme sur 10 minutes, je voulais concentrer mon intervention sur la francophonie, je trouvais plus logique qu'il y ait des discours plus larges et généraux là-dessus pour pouvoir caler ensuite. Mais Francis, je ne veux pas faire… régler ça entre amis. D'accord. Alors, je crains que mon discours soit moins large, évidemment, que celui de l'ambassadeur Abdoulaye Diop, parce que je voulais resserrer, en fait, le propos sur les enjeux africains. Je ne sais pas si vous m'en autorisez. Tout à fait. C'est l'Institut Afrique Monde, quand même, qui organise cette conférence. Alors, j'ai écouté le professeur, l'ambassadeur Diop, et j'ai bien compris qu'il posait, en fait, il rappelait les bases du multilatéralisme. Or, je pense que ce qui nous occupe ce soir, c'est de parler justement de la crise du multilatéralisme, parce qu'en fait, ce dont parle le professeur Diop, c'est le multilatéralisme tel qu'il devrait être, tel qu'il a été certainement, et tel qu'il ne l'est plus d'ailleurs aujourd'hui, puisque ce système est en crise, puisque nous assistons depuis quelque temps
à ce qu'on peut considérer pêle-mêle comme un repli nationaliste, comme, je dirais, une individualisation des politiques internationales. On peut également parler d'une atomisation de diplomatie. Et tout cela, évidemment, a des conséquences à la fois, évidemment, dans le champ des relations internationales et des conséquences sur lesquelles j'aimerais insister à présent, des conséquences spécifiques sur le continent africain, en ce qui concerne en tout cas le partenariat des pays africains avec le reste du monde, avec le monde extérieur extra-africain. Et pour cela, j'aimerais surtout insister sur deux conséquences principales qui portent d'ailleurs pour moi sur les deux enjeux principaux aujourd'hui, les deux défis que doit relever le continent aujourd'hui. Il s'agit d'abord, l'ambassadeur Abdoulaye Diop l'a dit, il a évoqué la gestion des conflits. On voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à gérer ou à résoudre certains conflits sur le continent. On a parlé notamment le cas de la Libye, qui est évidemment un casse-tête extraordinaire depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut trouver dans la crise du multilatéralisme certaines raisons qui expliquent la difficulté à résoudre certains conflits, puisque nous avons des agendas, parfois souvent d'ailleurs contradictoires, des agendas antagonistes, des agendas, disons, particuliers, qui empêchent les acteurs appelés souvent à résoudre des conflits, à éteindre des incendies, à mettre ensemble des règles communes et des protocoles de résolution communs pour mettre fin à certains conflits. Le deuxième défi, c'est ce que nous appelons le défi démocratique. On sait que la question démocratique est au cœur des grands enjeux africains depuis 3 décennies. Quelle est aujourd'hui la conséquence de la crise du multilatéralisme sur ce défi démocratique qui est loin d'avoir été relevé dans la plupart des pays? Alors pour ça, j'aimerais faire juste quand même un rappel qui me semble nécessaire. Dans les années 90, les pays d'Afrique subsaharienne ont engagé, on le sait, des processus de démocratisation avec, on le sait aussi, des fortunes diverses. Il y a certains pays où le train de la démocratie est arrivé à l'heure et des pays où, évidemment, on attend encore que ce train arrive à quai. Donc, la question démocratique est, depuis 30 ans, au centre de tous les enjeux politiques dans les pays africains. Alors, on a pu observer dans bon nombre de pays toutes les entraves, d'ailleurs souvent ingénieusement élaborées par certains régimes, pour donc empêcher l'aboutissement de ce processus démocratique. Je peux citer des fraudes électorales, par exemple. Je peux également parler de la caporalisation des institutions auxquelles on a assisté depuis quelques années, et aussi depuis quelques temps, de modifications opportunistes des constitutions qui permettent à certains régimes de se maintenir indéfiniment au pouvoir. C'est je dirais, une nouvelle forme de coup d'État, en fait, auquel on assiste dans certains pays africains depuis quelque temps. Alors, pour ne citer d'ailleurs que ces manœuvres. Alors, pour les dirigeants qui sont passés maîtres dans l'art de ralentir le processus de démocratisation, il faut noter qu'il ne s'agit pas pour ces régimes, et je pourrais citer quelques exemples, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il ne s'agit pas pour ces régimes de remettre en cause ouvertement le processus de démocratisation, ou de rétablir ce qu'on a connu jusque dans les années 90, les partis uniques, mais il s'agit de produire un système d'un genre nouveau, qu'on observe depuis quelque temps. C'est une subtile combinaison entre ce qu'on peut considérer comme les reliquats des partis uniques et un simulacre d'activité démocratique. Et cela permet à ces régimes de se maintenir. D'ailleurs, certains critiques ont trouvé un vocable savoureux pour désigner ces nouveaux régimes. Ce sont des démocratures. Alors, c'est une forme nouvelle d'autocratie en réalité. Et pendant ces 30 dernières années, les 20 dernières années, on a vu que voilà, la pression des populations, conjuguée également avec la demande démocratique globale, demande démocratique issue de la fin de la guerre froide, tout cela empêchait ces régimes de mener à terme leurs offensives contre ces processus de démocratisation. Mais depuis quelque temps, le rapport de force entre ce qu'on a pu appeler les militants de la démocratie et les régimes réfractaires à cette demande a basculé en faveur de ces derniers. Alors, le multilatéralisme post-guerre froide favorisait, il faut le rappeler, le mouvement démocratique, puisqu'on se souvient, au lendemain de la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide,
la démocratie était devenue une sorte de critère de convergence universelle, en fait. Hein, voilà. Donc, il fallait effectivement encourager tous les régimes qui passaient de certains systèmes autocratiques, voire dictatoriaux, à une aspiration, disons, à des systèmes de démocratisation. Alors, on assiste depuis quelque temps, vous l'avez dit, et ça, évidemment, c'est en écoutant le professeur, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, je me disais finalement qu'il y avait une certaine nostalgie dans son propos, parce que pendant plusieurs années, il y avait évidemment une sorte comme ça, je dirais, de multilatéralisme qui fonctionnait, il y avait des critères de convergence, il y avait des règles communes qui étaient édictées. Et depuis quelque temps, comme vous le savez, on assiste à une nouvelle diversification des pôles de puissance. Évidemment, les États-Unis qui jouent leur partie depuis l'arrivée de M. Trump, on voit également la Russie dans une posture, je dirais, de revanche sur l'histoire. On voit la montée en puissance de certains régimes comme celui de la Turquie. On peut également citer tous ces régimes que l'on qualifie désormais d'illibéraux, hein, ce libéralisme qui se distingue de ce qu'on appelle communément, avec un raccourci, la démocratie occidentale. Donc, l'atomisation des centres de la diplomatie internationale a servi depuis quelque temps, on l'a remarqué, je dirais, d'opportunité au régime antidémocratique, au régime adémocratique, hein, qu'on observe, que l'on connaît dans certaines parties du continent. Et cette atomisation des diplomaties internationales a permis à ce régime de faire prospérer leur stratégie de ralentissement des processus de démocratisation. Et à ce stade, j'aimerais quand même indiquer qu'il y avait une bonne nouvelle dans les années 90 pour les pays africains, c'était la diversification de leurs partenariats extérieurs. On disait, voilà, ces pays ne sont plus enfermés dans les tête-à-tête traditionnels avec les anciennes puissances coloniales. Ces pays avaient de nouvelles opportunités, pouvaient donc s'ouvrir à d'autres formes de partenariats. Ainsi a-t-on vu l'Afrique s'ouvrir de plus en plus à de nouveaux partenaires tels que l'Inde, le Brésil, la Chine, pour ne citer que ces pays-là. On peut également citer désormais la Turquie, qui opère aussi depuis quelque temps une offensive assez remarquée sur le continent africain. Alors, pardon, professeur, d'intervenir, mais oui. Vous approchez du temps limite. Ah bon, d'accord. Ben, écoutez, je vais peut-être revenir plus tard d'ailleurs sur… Je vais simplement dire que cette diversification des partenariats opérés par les pays africains et qui devait décupler en fait leur capacité de décision sur la scène internationale et stimuler aussi leur développement, a produit un effet pervers, c'est-à-dire que cette diversification a ouvert plutôt au régime antidémocratique des nouveaux champs diplomatiques favorables à leur logiciel de ralentissement du système démocratique. Alors, on voit ces pays, on en voit quelques-uns, je pourrais tout à l'heure, en ouvrant le débat, citer très précisément certains exemples, qui sont devenus, en fait, qui opèrent une sorte d'équilibre entre leurs partenaires occidentaux, d'un côté acquis au système démocratique, et leurs nouveaux partenaires, pour citer quelques-uns, donc la Chine, la Russie, la Turquie notamment, qui sont ces pays désormais ouvertement opposés à ce qui est désigné comme des démocraties occidentales. Alors, ces régimes africains qui n'ont jamais réellement renoncé à la culture du parti unique ont trouvé auprès de ces nouvelles puissances adémocratiques ou illibérales une bienveillance, voire un encouragement à tourner le dos à tout projet démocratique. Alors pour conclure, à ce stade, la crise du multilatéralisme qu'on observe depuis quelque temps, marquée notamment par ce nouveau clivage idéologique, a eu pour conséquence en Afrique un sévère recul du projet de démocratisation de l'espace politique et social, et cela constitue désormais, je dirais, un enjeu très important parce qu'on assiste à nouveau aujourd'hui en Afrique, d'un côté, à un groupe de pays fortement engagés dans le renforcement de ce processus de démocratisation, et puis un autre groupe de pays qui, de manière totalement décomplexée aujourd'hui, confirment leur volonté de ne pas faire aboutir ce processus et qui trouvent auprès de certaines puissances qui, d'une certaine manière, se détachent du jeu de la diplomatie internationale, trouve auprès de ces puissances, je dirais, une forme de bienveillance ou d'encouragement au ralentissement des processus démocratiques. Voilà, je pense que c'est les deux conséquences que je voulais relever
sur la question de la gestion des conflits et sur le défi démocratique qui est aujourd'hui donc contrarié en Afrique par cette crise du multilatéralisme. Plusieurs, je dirais, pôles de puissance ne jouant plus le jeu, je dirais, des critères de convergence internationaux. Merci, professeur, pour cette analyse. Naturellement, nous reviendrons là-dessus dans la discussion sur les deux aspects, gestion des conflits et le déficit du processus démocratique, que je pense que ça peut soulever beaucoup de questions. J'en aurai moi-même, mais attendons d'abord d'entendre chacun des intervenants. Monsieur le député, c'est votre tour. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, moi, j'ai un dilemme parce que j'ai très envie de réagir et de rentrer dans le débat qui vient d'être lancé par les deux intervenants précédents. Et puis, j'ai aussi le devoir de rester dans le cadre que l'on m'a fixé sur la francophonie. Je voudrais juste commencer aujourd'hui par une pensée très, très émue et affectueuse pour les victimes des deux attentats qui ont été commis contre la France, à Nice et à Doha, et qui justement sont le résultat de cette lutte entre le multiculturalisme et puis l'unilatéralisme qui fait aujourd'hui l'action d'un certain nombre de groupes et même de pays. Je crois que Francis Laloupeau vient d'en parler. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que ce sera certainement l'objet du débat sur la question de la crise du multilatéralisme, mais je pense qu'il vit une crise, mais je dirais à ce stade qui est conjoncturelle. Elle est surtout liée à l'action très forte du président Trump, qui sort des accords de Vienne, qui sort des accords de Paris, qui essaie de saboter le fonctionnement des grandes institutions ONU, autant l'OMS, l'OMC, voilà. Donc, on va voir dans quelques jours maintenant si cette crise, qui est pour moi encore conjoncturelle, risque de devenir un peu plus longue et structurelle. La crise, c'est plutôt une évolution naturelle de ce multilatéralisme, puisque en réalité, le multilatéralisme, et M. le ministre l'a dit, duquel on parle, c'est quand même un multilatéralisme qui est issu de l'après-guerre et qui a été construit par les puissances économiques occidentales et qui ne correspond pas aujourd'hui à la représentation naturelle de l'ensemble des composantes des pays qui ont envie de vivre dans une dimension différente. Donc il faut le faire évoluer, et peut-être que cette crise, justement, est une des chances pour nous tous de construire un nouveau multilatéralisme. Et si il devait être en crise durablement, je crois qu'il y a un espace qui, à mon avis, est l'espace barycentre, réceptacle, qui est l'espace qui a la meilleure chance de faire prospérer cet esprit-là, c'est l'espace francophone. D'abord, c'est un point de stabilité fort par la culture qui est partagée, qui est la nôtre. C'est un projet politique, c'est une langue internationale partagée par aujourd'hui près de 300 millions de personnes. Et avec la démographie, on devrait être 700 à 800 millions d'ici 2050. C'est des réseaux également. C'est également une mutualisation des moyens, des usages. C'est un esprit de décentralisation, de respect de certaines valeurs. Et puis, c'est le socle des valeurs dont Francis Laloupeau a parlé et bien sûr qui ne sont pas respectées dans une grande partie des situations ou des cas. Donc, c'est une base aujourd'hui insuffisante, très nettement insuffisante pour aujourd'hui faire respecter les enjeux et les objectifs et les ambitions qui sont les nôtres, mais c'est une base, à mon avis, suffisamment solide pour essayer de bâtir une deuxième étape vers un multilatéralisme qui pourrait provenir justement de l'originalité du bloc européen et Afrique. Si on veut résister au modèle américain et au modèle chinois, pour faire très court, nous n'avons que l'axe Europe-Afrique. Et dans cet axe Europe-Afrique, je pense que l'espace francophone peut être le cœur, le moteur, les poumons, les organes principaux du développement d'un nouveau multilatéralisme. Alors, il y a beaucoup de défauts aujourd'hui qu'il faut compenser. Pour être très rapide et lancer le débat, il n'y a pas de moyens, ou très peu de moyens financiers. Le budget de l'OIF est de 75 millions d'euros, peut-être 79 millions, enfin en tout cas en dessous des 100 millions. On manque également de moyens d'action. Aucune des grandes institutions, et l'OIF en premier, n'a de mandat pour parler ou agir sur le terrorisme et la radicalisation, sur la pauvreté, sur le changement climatique, sur la gestion des conflits, sur les politiques migratoires, sur l'énergie, sur le développement économique. On pourrait avoir
dans l'espace francophone un développement de la francophonie économique qui pourrait créer beaucoup de prospérité, sur l'intelligence artificielle, sur la recherche. Je viens de publier un article montrant qu'aujourd'hui, 0,3% en recherche des articles dans l'univers de la recherche et de la santé sont écrits en français, 0,3%. Donc, dans cet univers-là, le français a disparu, ce qui veut dire que quand vous vous adressez à des médecins en formation à l'université, à Dakar ou à Paris ou à Montréal, ou en tout cas à Québec, vous leur demandez d'apprendre l'anglais pour pouvoir se faire reconnaître au plan international. Donc, il y a un très grand nombre de défauts. J'ai cité 2 exemples qui sont des exemples personnels. J'ai écrit un rapport pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur l'usage du français dans les institutions européennes. En 1969, vous aviez 60% des textes écrits en français, 40% en allemand, c'est assez normal, vous avez 6 pays. En 1998, vous aviez 44% des textes en anglais, 36% en français, 2% en allemand. L'année dernière, vous aviez 86% des textes en anglais, 2,54% en allemand, 2,54% en français, 2,02% en allemand, et un peu moins de 10% pour les autres langues. Donc on voit bien qu'au moment où l'Europe n'a jamais été aussi multiculturelle, multilatérale, eh bien, il y a une uniformisation de la langue, et l'anglais, au moment même où on est en plein Brexit, c'est-à-dire où l'anglais devrait disparaître des usages, il y a un renforcement manifeste de l'usage de l'anglais. Et comment bâtir un projet européen singulier original si on ne le bâtit pas dans les langues des membres qui la composent, si on prend la langue d'un pays qui en sort pour composer un projet singulier? Donc on voit bien là qu'il y a un manque de volonté politique, je ne vais pas développer, manque de volonté ou de moyens politiques également sur TV5. TV5 qui est un bel outil du multilatéralisme, même si je plaide depuis plusieurs années maintenant pour la création d'une chaîne francophone panafricaine, parce qu'on ne peut pas dire que TV5 soit panafricain, on est encore dans le monde d'avant, j'allais dire, avec le Canada, la Suisse et la France, mais c'est quand même une chaîne qui est francophone et multilatérale, insuffisamment, mais en tout cas multiculturelle. Et bien, les moyens de TV5 baissent année après année. On se bat encore au Parlement français pour que la France dote TV5 de moyens additionnels, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a soit un manque de volonté politique, soit lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, un manque de moyens avec des discours qui sont absolument fantastiques. Moi, j'ai toujours en tête le discours du président Macron à l'Académie française, qui définit un projet francophone absolument admirable. Derrière, on voit qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique, pas suffisamment de moyens. Je ne voudrais pas intervenir ensuite sur la résolution des conflits, même si je dirais un mot tout à l'heure dans le débat si on me le demande, mais on voit bien que la CEDEAO, l'Union africaine, a du mal sur la situation en Guinée, sur la situation en Côte d'Ivoire actuellement, sur la situation plus récemment au Mali. Donc là aussi, je pense qu'il y a matière à avoir une clarification plus grande de l'action de ces organisations. Et donc, je sens que mon temps est écoulé quasiment, et je terminerai peut-être sur un nouvel espoir qui avait été édicté par Léopold Sédar Senghor. On voit bien que le multilatéralisme est ralenti aujourd'hui, bloqué par un certain nombre d'États ou d'exécutifs. Et Léopold Sédar Senghor disait « Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. Il faudrait réunir dans une association interparlementaire les parlements de tous les pays où l'on parle le français. » Voilà, c'était le vœu de Léopold Sédar Senghor. Ça a été créé dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais là encore, on ne fait pas suffisamment de politique. On n'intervient pas suffisamment. J'ai créé la première mission pour aller voir un petit peu la gouvernance au Bénin. Ça a été au début de l'année, en février, juste avant le confinement en France. Mais voilà, cette Assemblée parlementaire de la francophonie, elle doit mieux représenter les peuples, elle doit mieux agir au bénéfice des peuples, et peut-être qu'on aura donc un multilatéralisme, non pas des États, non pas des exécutifs, mais également des peuples et des parlements. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette intervention qui va certainement susciter, elle aussi, beaucoup de questions. À titre personnel, mais très, très brièvement, je voudrais réagir sur 2 points. Vous avez parlé
D'abord, vous avez parlé de la Guinée, de différentes crises, notamment la Guinée. Et je me rappelle, j'étais membre du groupe international de contact sur la Guinée, j'ai échangé avec l'ambassadeur Diop là-dessus. Et dans ce groupe, il y avait bien entendu l'Union africaine, bien entendu la CEDEAO, l'ONU, mais aussi également l'OIF. Et toutes ces organisations coopéraient de façon exemplaire, c'était à l'époque du capitaine Dadis Camara, toutes ces organisations ont coopéré de façon exemplaire pour résoudre la crise. Alors ici, on est peut-être au bord d'une crise, j'espère que non, mais il y a des menaces qui pèsent sur la Guinée. Il y a malheureusement déjà eu des victimes, trop de victimes, et peut-être serait-il souhaitable qu'une coopération du même genre entre organisations internationales, dans l'esprit du multilatéralisme, puisse se nouer, en coopération naturellement avec les parties prenantes guinéennes. Le deuxième point concerne l'usage du français. Vous avez malheureusement raison. À titre personnel, je pense qu'il serait souhaitable que tous les États européens, à part ceux qui ont l'anglais comme première langue, s'entendent pour développer l'enseignement, ou plutôt pour contrecarrer le déclin de l'enseignement des langues européennes sur leur propre sol. Moi, je suis frappé par les difficultés que rencontre l'enseignement de l'allemand, de l'italien. Ma fille est professeure d'italien, donc j'en ai un écho direct. En France, cet enseignement décline et le grand bénéficiaire ne peut être que l'anglais. On n'a rien contre l'anglais, mais la domination d'une langue est un phénomène malsain. Réflexion purement personnelle, je remets ma casquette. Pardon, allez-y. Vous me permettez peut-être juste pour rebondir, donner quelques éclairages, mais très, très rapidement. Sur la Guinée, ça fait 1 an et demi, je ne prends pas de jugement sur ce qui se passe à ce stade, mais depuis 1 an et demi que j'alerte sur le scénario qui est en train de se dérouler. Voilà, ça prouve bien qu'aujourd'hui, tout le monde était averti de ce qui pouvait se passer, mais qu'on n'a pas su s'organiser pour éviter cette situation. Et sur le français, je me bats depuis plus d'1 an avec un nombre important de parlementaires français. Le gouvernement français a, par décret, c'est-à-dire sans en faire part au Parlement, décidé que pour avoir une licence valable en France, il faut à côté avoir un diplôme en anglais avec une certification donc d'un opérateur privé anglais. Et donc, c'est absurde pour renforcer ce que vous venez de dire. On peut l'avoir dans une langue étrangère. Absolument. En italien et l'anglais, bien évidemment. Mais là, c'est l'anglais exclusivement, ce qui élimine un certain nombre de langues européennes. Pardon, excusez-moi. Entièrement d'accord avec vous, mais on en reparlera. Je me tourne maintenant vers Alain Leroy, notre dernier intervenant, grand maîtresse multilatérale aussi. Alain, tu as la parole. Merci, cher Stéphane. Et évidemment, beaucoup a été dit, et à laquelle je souscris globalement. Et je vais juste peut-être apporter quelques compléments, peut-être sur 3 points. D'abord, premier point, je crois qu'on est tous d'accord, on est tous entre partisans du multilatéralisme, donc il n'y a pas besoin de faire la défense du multilatéralisme, on en connaît bien les avantages. Et peut-être, moi je dirais, le multilatéralisme, la définition, ça serait le mode d'organisation des rapports entre les États qui concerne au moins trois États différents, dans le but à la fois, comme l'a dit l'ambassadeur Diop, de mettre en commun les ressources pour affronter les défis, et il y en a beaucoup, environnement, terrorisme, etc., bien sûr, mais aussi, je crois, c'est pour lutter contre la loi du plus fort, ou le nationalisme, comme j'entends dire par ici ou là. Et pour caractériser tout ça, je fais ça en 3 temps. Premièrement, je dirais quelques mots sur quelques exemples qui caractérisent la profondeur de la crise du multilatéralisme aujourd'hui. Deuxièmement, plutôt une défense de montrer ce qui reste, et je trouve que le multilatéralisme a encore des beaux restes, et j'essaierai de montrer. Et troisièmement, des pistes pour le renforcer. Alors, premier point, ça c'est le plus rapide, évident, sur la crise multilatéralisme, quelques exemples pour le caractériser. D'abord, l'ONU. Moi, j'ai connu à New York jusqu'en 2011 un Conseil de sécurité qui était presque très peu divisé sur les grandes affaires internationales, et ça a changé, à mon avis, avec la résolution 1973 sur la Libye, sur laquelle la Russie a considéré que les Occidentaux avaient été trop loin, avaient surinterprété la résolution que les Conseils de sécurité. Et depuis ce moment-là, la dynamique au Conseil de sécurité a changé et il a beaucoup moins joué son rôle et il est malheureusement beaucoup moins audible aujourd'hui. Et un des pires exemples pour moi, semble-t-il, c'est une résolution votée au Conseil de sécurité sur l'embargo sur les armes à l'utilisation de la Libye, que tout le monde signe, etc., et que personne ne respecte. Et pour moi, c'est une humiliation très forte pour l'ONU et pour le Conseil de sécurité, c'est bien. D'ailleurs, sur la Libye, un autre point, ça a été souligné, aussi pour caractériser la difficulté, incapacité de l'ONU, du Conseil de sécurité, à se mettre d'accord sur le nom d'un nouvel envoyé spécial, un médiateur de l'ONU pour la Libye. Ça fait plusieurs mois que ça n'est pas le cas. Il y a une dame, une américaine par intérim, qui fait très bien le travail, mais elle n'arrive même pas à se mettre d'accord là-dessus.
Troisième et autre exemple caractéristique des grands anciens internationaux, l'OMC. L'OMC, chacun sait que l'organe de règlement des différends, qui est très important là-dessus, depuis le refus de Trump de nommer des juges, l'organe de règlement des différends ne peut plus fonctionner depuis plusieurs mois, évidemment catastrophique. Autre exemple évident, dans les grandes institutions multilatérales, le G7, vous avez vu cette année, c'est la première fois depuis des années que, merci Monsieur Trump, il n'y a même pas de sommet du G7. Il n'y a pas eu de sommet, il y a eu des réunions des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense, mais il n'y a pas de sommet du G7 et je ne pense pas qu'il y en aura d'ici le 3 novembre. Bon, c'est une évidence, bien sûr. Et puis peut-être pour montrer aussi la difficulté de l'exercice dans les grandes enceintes multilatérales, quand on regarde le G20, qui est autour de la table, c'est à ce moment, au G20, le président Bolsonaro, le président Trump, le président Poutine, le président Xi Jinping, le président Erdogan, tous évidemment très respectables, mais ce ne sont pas les plus grands apôtres du multilatéralisme. Donc tout ça explique un peu, me semble-t-il, une partie des difficultés, et je pourrais continuer longuement la liste. Mais j'en viens, moi, parce que celle-là est plus facile de montrer les crises du multilatéralisme, on vient à montrer quand même ce qui me rend un tout petit peu plus optimiste, et ce qui fonctionne à peu près. Et puis sur le futur. D'abord, un premier point, ça a été évoqué, vous avez parlé de l'élection américaine, un mot là-dessus sur l'ONU. Quand à l'ONU, le président Obama a été élu, il a demandé à voir le secrétaire général de l'ONU dans les premières semaines de son exercice. Donc, j'avais accompagné le secrétaire général Ban Ki-moon dans le bureau ovale, et il y avait là le président Obama et Joe Biden, vice-président. Et je me souviens encore des premières phrases de M. Obama avant que Ban Ki-moon prenne la parole. Il a dit, en anglais bien sûr, comme vous le savez, je suis un apôtre du multilatéralisme. C'est le premier mot qu'il a dit. Et pour ça, c'est pour ça que je soutiens l'ONU, les opérations de maintien de la paix, etc. Et je vais essayer de convaincre le peuple américain de l'intérêt de l'ONU et du multilatéralisme. Il était là, et Biden était là. C'est évidemment Obama qui parlait principalement, mais Biden allait complètement dans ce sens. Autrement dit, dans l'hypothèse qui devient assez favorable dans laquelle M. Biden est élu, c'est très clair que un énorme frein au multilatéralisme ne sera plus là. Et donc, on l'a bien dit, M. Biden a déjà dit que le premier jour où il serait élu, il reviendrait dans l'OMS. Je pense que ça sera à peu près pareil sur l'accord de Paris, peut-être même sur le deal iranien sur lequel le président Obama s'était beaucoup engagé. Donc voilà, je ne détaille pas, mais il y a évidemment un point là-dessus. Deuxième point, toujours sur l'ONU, vous avez peut-être vu au moment du 75e anniversaire de l'ONU, il y a eu une session il y a quelques jours, et fin septembre, et dans laquelle l'Union européenne a fait toute une déclaration, on peut trouver sur le site de l'Union européenne, comme quoi l'Union européenne est évidemment un des plus grands supports de l'ONU, et en particulier sur toutes les valeurs du multilatéralisme, toutes les valeurs, y compris droits de l'homme, démocratie et tous les autres. Là-dessus, l'Union européenne, la question multilatérale en Union européenne ne se pose même pas. L'Union européenne est par définition une organisation multilatérale et très grand supporter des Nations unies dans ses différentes valeurs. Alors sur l'ONU, évidemment, on peut rappeler évidemment le prix Nobel du PAM. Je suis ravi de ça pour le travail qui a été fait par le PAM, comme le prix Nobel avait été accordé au HCR il y a quelques années et un peu plus avant, en 1988, au casque bleu. Bien. Autre point favorable, moi je crois aussi sur l'Afrique. Alors, il y a évidemment tout ce que dit le professeur Lapoupeau sur le lien entre la crise du multilatéralisme et la crise démocratique. Bon, ça, je laisse, je ne viens pas traiter cette question-là. Moi, je regarde simplement qu'au total, et je parle sous le contrôle de l'ambassadeur Diop, quand même globalement, ces dernières années, on a vu en Afrique plutôt un renforcement du multilatéralisme africain, renforcement de l'Union africaine, renforcement des organisations régionales. Alors, elles ne le font pas tout, ça a été dit, le CEDEAO n'arrive pas à arrêter la crise en Guinée ou aura peut-être des difficultés en Côte d'Ivoire, mais c'est quand même le renforcement. Moi, je me souviens déjà dans le passé, dans la crise en Côte d'Ivoire en 2011, le rôle de la CEDEAO absolument majeur pour ensuite dire qui était le vainqueur de l'élection, puis ensuite l'Union africaine. Donc là, il y a quand même des formes de multilatéralisme qui fonctionnent. Deuxièmement, M. Diop a évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle l'initiative Afrique. Justement, je voudrais en dire un mot. Le 15 avril, 18 chefs d'État européens, africains, donc multilatéralisme, décident, on va dans la crise du Covid, joindre nos efforts pour travailler ensemble de façon multilatérale sur les différents sujets pour aider l'Afrique à répondre à la crise du Covid. Et je dois dire que, alors rien n'est parfait, mais globalement ça fonctionne assez bien et que nous avons réussi à mobiliser les institutions multilatérales là-dedans. Le FMI,
joue un rôle majeur en ce moment dans l'aide à l'égard de l'Afrique. Même la Banque mondiale, dont le président est nommé par le président Trump, même la Banque mondiale joue un rôle très important aussi. Bien, et les différents acteurs, l'Union européenne également aussi. Bien, et par exemple, autre institution latérale qui, on pourrait dire que j'en dis tout à l'heure qu'elle était composée de façon avec des personnes pas très favorables au multilatéralisme, le G20 finance, c'est au G20 qu'a été décidé le moratoire sur la dette. Décision multilatérale, alors après des difficultés d'application, je suis mêlé grand plein dedans, mais à nouveau, décision multilatérale. Bien. Et je note d'ailleurs, ça c'est un micro-point, mais qui est très intéressant, je crois. Vous avez ceux qui regardent ça de près, au dernier G20 des ministres des Finances du 14 octobre, il a été agréé ce qu'on appelle un Common Platform for Debt Treatment, un accord sur le traitement de la dette qui est pour le moment accepté par la Chine. On va voir s'il est accepté au plus haut niveau, et ça sera signé sans doute le 13 novembre. Si c'est le cas, c'est une façon de traiter en multilatéral, beaucoup plus qu'aujourd'hui, donc avec beaucoup plus de transparence que ce qui se passe aujourd'hui. Si c'est signé in fine par la Chine, c'est évidemment un progrès majeur dans le sens du multilatéralisme aussi. Bien, je pourrais en dire beaucoup d'autres. L'OMC, vous l'avez vu hier, désignation, alors elle n'est pas encore bloquée par les États-Unis, mais du docteur Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances du Nigeria, envoyé spécial de l'Union africaine, à la tête de l'OMC. Alors, ça n'est pas encore officiel, puisque les Américains ont mis leur veto, n'ont pas donné leur accord, ils attendent le 9 novembre pour le donner, mais à nouveau, l'Afrique prenant la tête de l'OMC pour la première fois, c'est évidemment majeur, et j'ai longuement parlé avec Mme Ngozi, elle a des tas de projets pour relancer l'OMC, évidemment, un très grand procès du multilatéral, bien sûr aussi. D'autres institutions, j'en parle très vite, l'OCDE a pris un poids majeur ces dernières années dans des tas de domaines, sur l'éducation, sur les taxations financières, etc. À nouveau, des instances multilatérales qui progressent. L'OIF, ça a été dit, là je n'y reviens pas, bien sûr. Tout ce qui a été fait à l'ONU, les ODD, bien sûr aussi. Et puis, peut-être, je voulais attirer votre attention sur un point. La semaine prochaine, il y aura le 12 novembre, le Forum de Paris pour la paix. Alors, malheureusement, à cause du Covid, il se tiendra sous forme visio, mais ce sera un point important dans lequel le président Macron a l'intention d'essayer de revoir un peu le consensus sur comment faire une mondialisation plus juste et plus équitable, donc avec les enceintes multilatérales. Et là-dessus, dans sa réflexion, il y a vraiment l'idée que sur les valeurs de promotion du multilatéralisme, il y a vraiment quelque chose de très proche entre les valeurs de l'Europe et les valeurs de l'Afrique. Et c'est vrai que c'est moins vrai aujourd'hui avec les valeurs de M. Trump ou les valeurs de la Chine. Là, ça sera très clair la semaine prochaine, le 12 novembre, vous verrez ça apparaître. Bien, voilà, je pourrais continuer la longue liste de ce qui me paraît nettement mieux fonctionner, qui me paraît toujours bien fonctionner dans le monde multilatéral. Et puis, dernier point, je voudrais dire un mot sur les pistes pour le futur. Et là-dessus, la France pousse beaucoup un mot qui n'a pas encore été prononcé là, qui est l'Alliance pour le multilatéralisme. Elle a lancé ça avec l'Allemagne depuis 2 ans, une alliance en disant, on voit bien que certains grands acteurs ne sont pas intéressés par le multilatéralisme et jouent la loi du plus fort ou la loi très nationaliste de part et d'autre de l'Europe, en particulier. Renforçons d'abord. Mettons-nous d'accord entre ceux qui pensent pareil, comme on dit en joli français, les like-minded. Donc, il y a un très grand nombre de pays, une 60aine de pays qui sont intéressés, qui viennent à toutes ces réunions. Mais l'avenir du multilatéralisme, et je trouve que c'est intéressant, ce n'est pas seulement les États, mais c'est aussi les autres grands acteurs. Les grands acteurs que sont les grandes entreprises et les représentants de la société civile. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, on le voit dans différents endroits. Si vous regardez, par exemple, le conseil d'administration du Fonds mondial contre le sida, la malaria, le paludisme et la tuberculose. Le conseil d'administration, c'est les représentants des États, mais également des sociétés civiles et des grandes sociétés du domaine. Et là, la France pousse une alliance monétariste dans différents domaines. Alors, ça a été évoqué à un moment. Par exemple, il y a l'accord de Paris pour la sécurité et la confiance dans le cyberespace, c'est MABER. Et là-dessus, vous avez plus de 68 pays qui ont adhéré, 142 ONG et universités, et plus de 360 entreprises du secteur privé, dont Microsoft, Kaspersky, Siemens, Google, Facebook, les très grands. Et là-dessus, nous faisons progresser, et après, essayons de définir des normes au niveau international sur différents sujets, cette alliance pour que le multilatéralisme concret avance avec des propositions.
Et à nouveau, la semaine prochaine, le 12 novembre, vous aurez une proposition de cette Alliance pour le multilatéralisme dans laquelle la France, avec d'autres, et l'Allemagne et d'autres, va proposer un conseil d'experts de haut niveau, une seule santé, c'est-à-dire une sorte d'équivalent du GIEC pour l'environnement, une sorte d'experts sur la santé pour que l'ensemble du monde puisse avoir accès aux données les plus fiables en matière de santé, Covid et tous les autres, bien entendu avec liaison avec l'OMS, la FAO, le PNUE, etc. Voilà. Je vous montre par là un certain nombre de pistes d'alliance pour le multilatéralisme pour dire qu'il n'est pas mort et que, bien sûr, il y a des grands acteurs qui s'y opposent, mais avec l'association société civile et en particulier un dialogue Europe-Afrique, on peut faire beaucoup de progrès. Et puis peut-être un dernier point à titre plus personnel sur le renforcer l'ONU. Et moi, il y a évidemment deux points majeurs. Un a été évoqué je crois, par M. Diop sur l'élargissement, consensus d'El Ghazouani, tout ça on connaît bien. Évidemment très compliqué, mais comme l'a dit Stéphane, la France est tout à fait favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité. C'est une évidence pour qu'il soit plus légitime. Et puis un deuxième point, peut-être un tout plus personnel, pour l'ONU. Moi, j'ai toujours trouvé dommage qu'on n'insiste pas plus sur l'éventuelle limitation du droit de veto, parce que c'est le droit de veto qui bloque l'ONU dans beaucoup de domaines. Et la France avait proposé, avec le Mexique et beaucoup d'autres, une alliance pour au moins réduire le droit de veto à des usages genre contre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je trouve que ça serait un sujet également pour les sociétés civiles, pour s'emparer de ce sujet, comment, pour renforcer l'ONU, trouver une façon pour limiter l'usage des droits de veto par ceux qui en font l'usage très souvent, et ce n'est pas les membres européens du Conseil de sécurité qui le font, comme chacun sait. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres pistes, mais je m'arrête là parce que je crois que mon temps est terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. C'est très riche. Et puis, merci aussi pour cette note d'optimisme qui permet un petit peu d'équilibrer le tableau. Bon, c'est vrai, comme tu le dis, que beaucoup de choses vont dépendre de ce qui va se passer lors de l'élection présidentielle américaine. Évidemment, si Biden est élu, on peut avoir un mouvement de balancier, mais ce n'est pas le seul facteur. Je reprendrai simplement un point que tu as mentionné parce que j'aimerais bien que lorsque nous allons renouer le dialogue entre nous, nous puissions y revenir, c'est l'importance des acteurs privés et de la société civile et des organisations de la société civile ou des organisations de jeunes. Et je pense que tu as en partie répondu à ce que disait le professeur Laloupo sur les défis de la démocratie en Afrique, des choses qui me frappent quand même beaucoup, mais vous êtes beaucoup plus expert que moi, c'est le rôle que jouent les organisations de la société civile, les organisations, les mouvements de jeunes dans la défense de la démocratie. Je pense au rôle qu'a pu jouer un mouvement comme Y en a marre au Sénégal ou comme le Ballet citoyen au Burkina Faso. Donc, de même pour les grandes rencontres multilatérales. Je me rappelle quand j'étais ambassadeur itinérant pour aider à préparer avec mes collègues la COP21, les forums de la jeunesse, les Conference of Youth sur le climat qui se tenaient, qui associaient les jeunes, j'ai assisté à l'une d'entre elles, qui émettaient des propositions très intéressantes, et de même les acteurs privés, les municipalités aussi. Il y a eu toutes les alliances de villes, les Compact of Mayors et compagnie, qui ont permis aussi l'engagement des collectivités locales et qui ont permis en partie de contrebalancer le retrait décidé par Trump des États-Unis de l'accord de Paris. Donc là, il y a certainement une piste, mais j'aimerais que les autres panélistes puissent réagir là-dessus. Donc, je vous propose rapidement de faire un nouveau tour de table. Là, je ne vous donnerai que 5 minutes parce qu'après, on a déjà un certain nombre de questions qui nous ont été posées et je les lirai tout à l'heure et je souhaiterais qu'on puisse y répondre. Donc, très rapidement, est-ce que vous souhaitez réagir les uns au propos des autres? Qui souhaite prendre la parole? Je veux dire un mot, s'il vous plaît, par rapport à... Je veux dire un mot. Le frère Laloupo a touché un certain nombre de questions par rapport au lien entre la crise du multilatéralisme et la crise de la démocratie. Mais je voulais aussi faire quand même une réflexion. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on idéalise la démocratie en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, la crise de la démocratie dans laquelle on est, c'est qu'essentiellement, les régimes démocratiques n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes des populations dans beaucoup de pays. C'est vrai que dans beaucoup de pays, on a une façade démocratique, on a un certain nombre d'institutions, mais l'efficacité de la démocratie en termes de réponse aux besoins des populations, amener à manger aux gens, les nourrir, les soigner, n'ont pas été en mesure. Dans beaucoup de démocraties, même, on voit que le niveau de corruption a atteint des degrés
tel qu'aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui est quand même désabusée. Je crois que cet élément aussi, nous devons, pour vraiment remettre la démocratie dans le jeu, il faut que nous ayons vraiment des régimes démocratiques aussi qui puissent être efficaces dans le sens de répondre aux préoccupations d'une majorité de population. Ça, c'est pas là. La deuxième chose, c'est qu'une des crises du multilatéralisme aussi et sa fragilité, c'est qu'on voit que le multilatéralisme repose essentiellement sur un nombre limité de grands pays, notamment les États-Unis. On se rend compte que si les États-Unis ne jouent pas le jeu, on n'a pas de système. Donc ça veut dire que tant qu'on ne réforme pas ce système qui devient fragile, qui dépend d'un nombre limité d'acteurs, et si ces acteurs ne jouent pas le jeu, une fois il y a une tension entre les États-Unis, la Russie, etc., le système est totalement paralysé. Donc ça veut dire que nous devons, à mon avis, revoir totalement le logiciel sur lequel nous sommes en train de travailler. Sinon, je crois qu'on va vraiment pouvoir vers un dépérissement progressif et on voit déjà qu'au niveau des régions, en Afrique, en Europe, donc se développent des multilatéralismes régionaux, mais qui ne sont pas de nature vraiment à prendre en charge les défis qui sont, ce qui est en cause, c'est vraiment le multilatéralisme global est nécessairement en crise, doublé de cette crise de la démocratie, qui elle-même demeure une valeur importante à promouvoir, mais que les acteurs ont traversé dans beaucoup de pays, ce qui a créé vraiment ce manque de confiance des populations. Merci beaucoup. Je pourrais intervenir peut-être pour répondre à l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Je n'aurais pas réduit évidemment cette séance en un tête-à-tête, face à face, et pas seulement centrer la question sur la démocratie. Il va juste dire à l'ambassadeur Abdoulaye Diop que si certaines démocraties, évidemment, plus ou moins achevées, parce que, bon, évidemment, le processus démocratique, c'est un processus qui n'est jamais achevé. Si certaines démocraties, en tout cas vertueuses, n'ont pas apporté toutes les réponses aux aspirations des populations, aux attentes des populations, je dois également dire que les tyrannies, enfin, donc les nouvelles autocraties non plus n'apportent pas ces réponses-là à leur population. Et en fait, là où on observe des crises aujourd'hui, ce ne sont pas des démocraties, disons, vertueuses, ce sont des démocraties contrariées plutôt, qui suscitent des crises aujourd'hui sur le continent. On a évoqué tout à l'heure la Guinée, on pourrait évoquer aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup sur le continent de ce qu'on appelle la crise du troisième mandat, par exemple. Le fait que certains régimes ne respectent pas les règles du jeu, les règles qui sont posées. Il semble d'abord que la démocratie, c'est d'abord, avant tout, je dirais, le respect des libertés fondamentales, liberté individuelle, liberté collective. C'est un corpus à la fois idéologique et éthique. C'est un patrimoine commun, comme on l'a dit dans certains pays. Ce n'est certainement pas, je dirais, la clé. Ce n'est pas la réponse définitive à toutes les attentes de population, mais c'est d'abord avant tout un système qui est basé sur un consensus national. Et là où on observe aujourd'hui les difficultés, c'est là où le consensus a été rompu, ou là où simplement les régimes n'ont pas respecté les règles qui ont été édictées, qui ont été convenues par tous. Quand on change les règles du jeu, par exemple, en cours de chemin, comme ça a été le cas en Guinée, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, on peut comprendre que les populations qui manifestent, qui revendiquent aujourd'hui, je dirais, certaines vertus, en tout cas de la part de leurs dirigeants, c'est avant tout, je dirais, une question, je dirais, éthique qui est posée, et puis c'est surtout un rendez-vous collectif qui a été convenu par ces peuples-là il y a 30 ans, et à certains endroits, ce rendez-vous a pu aboutir, et ailleurs non. Si on prend l'exemple des pays comme le Ghana, par exemple, qui sont considérés comme des démocraties vertueuses, même le Nigeria, malgré... bon à mal an, c'est quand même, jusqu'à présent, depuis ces dernières années en tout cas, c'est un pays qui a respecté les règles du jeu démocratique. Quand on prend la Tanzanie, quand on prend l'Afrique du Sud, on prend certains pays, le Cap-Vert par exemple, ce ne sont pas là où les populations, je dirais, sont les plus démunies de manière générale. Mais c'est surtout là où on observe une relative paix sociale, et cela est important. Pour revenir à notre question sur la crise du multilatéralisme, là où cette crise du multilatéralisme opère des coups de boutoir justement à certains enjeux africains. L'ambassadeur Stéphane Gompers a tout à l'heure désigné la Guinée, parce que je perçois que la Guinée vous est chère à votre cœur. Hein. Voilà, je pense qu'on a assisté il y a 2 ans à la montée de la question du changement de la Constitution en Guinée. Tout est parti de là. C'est la source de toute la crise que l'on connaît aujourd'hui. Modification de la Constitution qui devait ouvrir la voie à un 3e mandat non désiré par la majorité des Guinéens du président Alpha Condé. On a vu d'un côté certains partenaires de la Guinée
donner quelques avis, quelques conseils, appeler le régime guinéen à la raison. Mais on se souvient quand même de l'intervention à l'époque de l'ambassadeur de la Russie à Conakry, qui a déclaré sans aucune réserve que le régime guinéen était tout à fait fondé à modifier la Constitution et que d'ailleurs la démocratie telle qu'elle a été instaurée, en tout cas telle qu'elle a été, disons, voulue par les Guinéens il y a 10 ans, n'était pas la fin de toutes choses et que les Guinéens étaient tout à fait, que le régime était tout à fait fondé à modifier la Constitution et à instaurer éventuellement une présidence à vie. Donc là, on a vu effectivement le choc, je dirais, de deux logiciels. D'un côté, effectivement, des démocraties que l'on dit occidentales ou démocraties libérales, et même à l'intérieur du continent, certains pays partenaires de la Guinée, pays africains, qui conseillaient au président Alpha Condé de ne pas franchir le Rubicon pour engager son pays dans la crise. Et puis vous aviez d'un côté, je dirais, ce nouveau groupe, ce nouveau logiciel qui est aujourd'hui, en fait, qui prospère aujourd'hui, qui conseille au président Alpha Condé de tourner le dos à ce qui a été le choix des Guinéens il y a 10 ans, c'est-à-dire l'instauration d'une démocratie, disons, qui apaisée en quelque sorte. Voilà, donc, pour revenir à bref, hein, parce que l'heure tourne. L'heure tourne. Alors, en écoutant l'ambassadeur Alain Leroy, en écoutant également le député Bruno Fuchs, ce que je retiens en fait, c'est que effectivement le multilatéralisme n'est pas mort. On assiste, je dirais, vive le multilatéralisme régional, parce que les organisations sous-régionales fonctionnent évidemment sur la base de la multilatéralité, la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, qui, malgré évidemment toutes les critiques qui sont assénées et que reçoit l'Union africaine, demeure et reste un organe multilatéral et qui aujourd'hui constitue quand même, je dirais, la maison mère en quelque sorte des pays africains. Vous avez évoqué l'OMC, on peut également évoquer un certain nombre d'organisations régionales ou sous-régionales à travers le monde qui fonctionnent parfaitement parce que justement ces organisations, sur la base, je dirais, de conventions régionales, ont mis en place des règles communes, des critères de convergence auxquels les pays membres sont soumis en quelque sorte, en tout cas, qui sont respectés par ces États membres. Mais l'heure est peut-être, c'est le moment aujourd'hui peut-être de convoquer en quelque sorte l'ONU, parce qu'on ne peut pas, au bout du compte, au bout de cette chaîne, en haut de cette pyramide, ne pas interpeller l'ONU. Quelle est aujourd'hui, je dirais, la capacité de décision de l'ONU vis-à-vis de tous ces pays, de l'ensemble de la communauté internationale? Est-ce que l'ONU demeure encore pour un certain nombre de pays une autorité morale? C'est une véritable question et je crois que nous pouvons dire bravo le multilatéralisme régional, mais est-ce que nous sommes en train d'assister pour l'avenir à l'addition de multilatéralité ou faut-il encore espérer qu'il y ait ce qu'on peut considérer comme une forme de multilatéralisme global? Merci beaucoup, ça fait évidemment beaucoup de questions. Avant de passer la parole aux autres intervenants, je voudrais de notre part à tous saluer la présidente Denise Houphouët-Boigny, la présidente de l'IAM. Chère Denise, chère présidente, bienvenue parmi nous. Je vous demanderai tout à l'heure de nous dire quelques mots pour conclure cette discussion. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir avant que nous passions aux questions aux nombreuses questions déjà de nos correspondants de par le monde? Peut-être deux mots vraiment très, très rapidement, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Francis Laloupeau et l'ensemble du débat. Je pense qu'on est en train de développer nos capacités de dialogue multilatéral et que, par moments, on voit qu'elles sont freinées, là, par Trump ou par d'autres acteurs, et que globalement, je pense que ça a été bien démontré, on est vers une expansion. Maintenant, la question, elle est de savoir la capacité d'action des règles que l'on met en place ensemble. Et dans ce que j'observe, c'est que le gros défaut aujourd'hui de nos organisations, au-delà de la capacité à faire un diagnostic, c'est de faire exécuter les engagements qui sont les nôtres. Regardez l'article 7 des accords de Cotonou, il y a tout dedans sur la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives et d'expression. Donc, c'est que les États ou les dirigeants de ces États ne respectent pas les règles pour lesquelles ils se sont engagés. En Europe, on s'est engagé à un certain nombre de règles. Et on voit bien que la Pologne,
notamment, la Hongrie également, arrivent à s'en affranchir sans pour autant que nous ayons les moyens de leur faire revenir à leurs engagements signés. Donc, on peut parler de l'Afrique, c'est assez facile de stigmatiser, mais en Europe même, on n'arrive pas à faire respecter un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les États. Voilà. Et de plus en plus sur les troisièmes constitutions ou troisième mandat ou même quatrième mandat, on voit un décalage entre les dirigeants qui vieillissent, qui utilisent les règles ou qui transforment les règles, et le reste de la population. Et en Afrique, de plus en plus jeune. Donc là où un président de 80 ans, il y a 25-30 ans, pouvait se concevoir, un président qui a 80-82 ans aujourd'hui est en décalage encore plus fort avec la démographie de son pays et donc les aspirations de son peuple. Donc je reviens un peu comme pas un vœu, mais je pense que c'est une dimension qu'il va falloir organiser, c'est une dimension du multilatéralisme des citoyens. Il faut que les citoyens, par les parlements et par d'autres biais également, bien sûr, société civile, organisent aussi une forme de dialogue multilatéral et de pression sur les exécutifs et sur les États qui ne sont qu'une partie un peu hémiplégique de ce multilatéralisme. Merci beaucoup. Ce que vous dites rejoint et complète ce que disait Alain Leroy tout à l'heure. J'aime bien cette expression de multilatéralisme des citoyens. Il est certain que c'est là une des avenues qu'il conviendra d'explorer. Y a-t-il encore une autre intervention avant que nous passions Alain, deux points très rapides. D'abord, sur démocratie versus régime autoritaire. Quand dans une démocratie, il y a un très haut niveau de corruption, c'est que ce n'est pas une démocratie très approfondie, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, et je ne suis pas sûr que les régimes autoritaires soient meilleurs pour assurer les besoins des populations, et en particulier pour réduire les inégalités. Mais ça, on peut y revenir. Mais juste le point essentiel qui a été dit par le professeur Lupola maintenant, c'est comment renforcer l'ONU. Les organisations régionales et sous-régionales ont fait beaucoup de progrès. C'est l'ONU qui est plutôt abaissé ces dernières années. Toute l'idée, c'est comment renforcer l'ONU. Et là-dessus, pour moi, la solution, c'est de renforcer, de conjuguer nos forces, Union européenne et Union africaine. L'Union européenne fait sans arrêt des discours pour dire nous voulons renforcer l'ONU, nous voulons un multilatéralisme à la tête duquel la maison mère, pour reprendre l'expression, est celle de l'ONU. Bien. Et là-dessus, nous avons un tas d'idées. L'Union européenne en a, l'Union africaine aussi. Conjuguons nos forces. Et évidemment, si c'est Biden, ce sera évidemment beaucoup plus facile, parce qu'on voit bien que d'autres acteurs veulent s'intéressent à l'ONU, la Chine ou la Russie ou d'autres, avec d'autres valeurs. Mais je crois tout à fait que le combat n'est pas perdu. Si Union européenne, Union africaine, plus les États-Unis de Biden, je crois que ça fait beaucoup d'acteurs qui pourraient redonner un poids sérieux à l'ONU. Merci beaucoup, Alain. J'ajouterai peut-être un élément, mais tout à fait en pointillé, ou plutôt avec beaucoup de points d'interrogation, parce qu'il est loin d'être sûr, abstraction faite de ce qui se passe aux États-Unis. On peut se demander si le populisme, le nationalisme qui y est lié sont encore sur une voie ascendante ou s'ils ont amorcé un certain déclin. Et je pense notamment à ce qui se passe en Europe. Vous voyez par exemple la popularité croissante de tel gouvernement, je ne citerai pas de nom volontairement, en Europe de l'Est. Voyez le déclin dans les sondages de Salvini en Italie. Donc, il se voyait aussi le déclin de l'extrême droite autrichienne. Donc, il semblerait que les mouvements populistes, depuis la contestation aussi du Brexit, croissant du Brexit en Grande-Bretagne, il semblerait qu'une certaine forme de populisme ait perdu, au moins pour le moment, une part de son pouvoir d'attraction. Est-ce que cela pourra jouer un rôle comme une éventuelle victoire de Biden en faveur du multilatéralisme? Naturellement, ce que je dis de l'Europe de l'Est est vrai aussi pour la Turquie, naturellement, quand on voit l'évolution de la situation intérieure. Donc là-dessus, le pire n'est pas sûr et on assistera peut-être à des évolutions intéressantes qui pourraient avoir des contre-coups ailleurs. S'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait naturellement prolonger cette discussion qui est très intéressante pendant des heures, mais je voudrais passer aux questions qui nous sont adressées. Donc, je vais le reprendre dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Un de nos interlocuteurs, IMI, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, nous demande: vous avez en partie répondu, mais en partie seulement, qu'est-ce que l'Afrique a gagné du multilatéralisme et qu'est-ce qu'il peut y apporter dans un monde où les égoïsmes tendent à progresser dans le monde? Je vais peut-être vous en lire plusieurs pour que vous puissiez répondre globalement. Simone Guirondou, aussi une autre de nos amies, qu'est-ce qui a été mis en place sur le plan régional ou continental qui puisse soutenir la création artistique africaine
et toutes les parties prenantes de ce domaine en cette période de Covid-19? Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait poser en France, d'ailleurs. Sylvie de Boufflerie, journaliste. Est-ce que nos dirigeants élus français, ça c'est une question pour nous dont je me tournerai notamment vers monsieur le député Fuchs, ont bien pris la mesure de la politique africaine de la France qui accepte des présidents africains qui s'installent durablement au pouvoir? On a parlé tout à l'heure de présidents âgés de 85 ans, je ne sais vraiment pas à qui on faisait allusion, mais il doit y en avoir. Le multilatéralisme, c'est la règle du droit. Comment croire à des relations équitables et sincères entre l'Europe et l'Afrique alors qu'elles sont pourtant essentielles pour nos développements mutuels? Est-ce qu'il faut réinventer le multilatéralisme? Et pour cela, ne faudrait-il pas, on a parlé du droit de veto tout à l'heure, on a parlé de limiter, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi adopter à donner un siège permanent, un droit de veto aux 53 pays africains? Je vais peut-être m'arrêter là, mais il y a d'autres questions qui ont été posées. Est-ce que très brièvement, vous souhaitez les commenter? Non? Ça a l'air de vous laisser quoi? Oui, vous m'avez interpellé, donc je vais le... Oui, très amicalement. Hein, oui. Bien sûr, j'entends bien. Un mot sur les égoïsmes. C'est toujours plus facile de pointer du doigt ou de faire mettre en évidence ce qui ne fonctionne pas. Moi, je ne vais pas répondre directement à la question, mais quand je suis dans ma circonscription du côté de Mulhouse, toute la journée, je ne vois que des gens, à 95%, qui s'engagent pour le bien commun, qui sont dans l'action publique, qui font don de leur temps, de leur argent parfois, pour s'occuper des autres, que ce soit dans la vie culturelle, sportive, éducationnelle. Donc, moi, je suis confronté à beaucoup de citoyens qui ont envie de construire le bien commun. Donc, ces gens-là, on ne les voit pas, on les entend très peu, les médias n'en parlent pas. Donc, je pense qu'il y a aussi une force très, très forte qui va dans l'autre sens et qui est vers plus d'empathie, plus de reconnaissance, plus de respect. Et quand on regarde les grands mouvements, il y a 30 ans, on ne tenait pas compte dans une classe du parcours d'un individu ou d'une personne handicapée. Aujourd'hui, on les reconnaît. Et donc, je pense qu'il y a une meilleure reconnaissance et un meilleur respect des vies individuelles et qu'autour de ça, il y a toujours des forces qui font l'inverse. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les forces de l'égoïsme soient forcément à la manœuvre et ont des chances de l'emporter à terme. Voilà. Juste un commentaire qui est lié à mon expérience. Sur la politique française ou africaine de la France, oui, alors bon, je ne vais pas faire trop long, mais on est passé d'une séquence quand même de France-Afrique vers une séquence dans laquelle on est en 2 mandats sortis de la France-Afrique, avec le président Sarkozy qui l'a annoncé et le président Hollande qui l'a plutôt fait, à quelques exceptions près. Mais la question, c'est on remplace par quoi cette France-Afrique? Et force de constater, c'est que la France est paralysée par cette séquence, par la séquence coloniale et post-coloniale, et que la France, ou en tout cas l'État français, les dirigeants français, ne savent pas très bien par quel bout prendre la relation avec l'Afrique. Voilà, moi j'ai des solutions à leur proposer, mais c'est surtout pas en s'effaçant et en ne donnant pas suffisamment d'indications. On a parlé de la Guinée, on a parlé du Mali, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut dire les choses beaucoup plus clairement. Pour ne pas faire long, je veux dire, on ne peut pas aller au Liban et en Biélorussie en exhortant les peuples à faire exercer une démocratie contre les dirigeants qui les oppriment, et avoir un discours différent en Afrique ou pas de discours en Afrique. À un moment, on a des règles, on a des valeurs, on a une expression, il faut qu'elle soit universelle. Voilà. Je peux en dire plus si vous le souhaitez, mais je pense que j'étais assez clair déjà. On se fait beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je voulais juste réagir à la question sur que les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine sont sincères. J'ai entendu cette question, et c'est sûr que là, elle m'interroge parce que j'ai travaillé à la fois à Paris et à Bruxelles. Je peux vous dire que la volonté de l'Union européenne de développer ses relations avec l'Union africaine est évidemment sincère. Alors peut-être il y a un aspect qu'on peut dire, l'intérêt de l'Union européenne, c'est qu'il n'y ait pas des migrations trop fortes. Il y a peut-être cet aspect-là, mais c'est qu'un aspect. C'est évident que l'Union européenne se sent solidaire de l'Afrique sur des tas de sujets. Et ensuite, c'est l'intérêt même économique de l'Union européenne que l'Afrique se développe. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et elle le fait par 36 canaux. Se termine en ce moment la négociation d'accord post-Cotonou pour les 10 prochaines années. Bien, ça, c'est évidemment majeur. Le nouvel instrument d'aide de l'Union européenne, qui est pour le moment un nom horrible, NDICI, il y aura une énorme part sur l'Afrique.
on va avoir le sommet Union africaine-Union européenne le 9 décembre en format restreint à cause du Covid, puis un vrai sommet au début de l'année prochaine. Je veux dire que, et à chaque fois, les termes, c'est de plus en plus de parité possible dans les rapports. Et moi, je ne vois pas du tout d'insincérité. Je vois une difficulté. Et c'est vrai que parfois, l'Europe, au contraire, a le sentiment qu'il suffit de distribuer quelques masques ici ou là, et que par la diplomatie du masque, on vous encense, alors que l'Europe est de très loin le premier bailleur de chacun des pays d'Afrique. Et dans un but, alors, je ne dirais pas désintéressé, mais dans un vrai but de solidarité et de partenaire. Merci. Juste compléter le propos de Bruno Fuchs, qui disait comment pourrait agir la France vis-à-vis de l'Afrique, comment réajuster la diplomatie française à l'égard de l'Afrique après les années de la France-Afrique. Et c'est vrai que, en plus, la France-Afrique a connu plusieurs mutations au fil des années, qu'on n'est pas aujourd'hui dans la France-Afrique de papa, c'est évident, mais Bruno Fuchs disait qu'il y avait quelques solutions à proposer. Mais une des solutions serait peut-être simplement d'instaurer entre la France et ses partenaires africains une diplomatie tout à fait ordinaire, tout simplement. La même que la France entretient avec d'autres endroits du monde. C'est-à-dire qu'il faut banaliser en quelque sorte, il faut rendre ordinaire cette diplomatie, ces relations diplomatiques, et ne plus justement porter, je dirais, de part et d'autre d'ailleurs, je dirais, le poids du passé, ce fardeau évidemment qui, quelque part, ralentit les initiatives, amène parfois à commettre des erreurs, indique parfois peut-être trop de prudence à certains endroits et trop d'audace par ailleurs. Il y a peut-être moyen simplement de rendre tout cela ordinaire, c'est-à-dire que remettre tout cela dans le champ ordinaire des relations internationales, des relations entre la France et ses partenaires étrangers. Je pense mais c'est un travail à faire, je pense, des deux côtés, entre la France et ses anciennes colonies. C'est une révolution culturelle, en fait, en réalité, qu'il faut opérer. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Ça ne relève pas simplement, je dirais, de la politique. Ça relève parfois, d'ailleurs, je dirais, d'une introspection culturelle, quoi. On peut juste préciser que cette évolution a largement commencé avec le fameux discours de Ouagadougou du président Macron. Alors, il reste beaucoup de choses à mettre en place, mais cette évolution a clairement été lancée là. Absolument. La diversification des partenariats des pays africains, de l'Afrique qu'on évoquait tout à l'heure, va aussi dans ce sens. Il y a naturellement l'intérêt des pays africains d'avoir beaucoup de partenaires, compte tenu aussi de la critique qui a été émise ici sur le rôle parfois négatif que certains de ces partenaires peuvent jouer. Mais après tout, c'est à chaque pays de se déterminer. Vous me donnez l'occasion de donner l'exemple, parce que je n'ai pas pu citer cet exemple qui est emblématique. C'est celui de la Chine, quand même, voilà, qui est grand partenaire de la France, des pays africains, s'il en est. Et vous savez qu'un fait qui est passé, qui n'a pas été fortement commenté ici, mais le fait qu'il y a 2 ou 3 ans, ou un peu plus, la Chine rétablit la présidence à vie, a été un signal particulier qui a été envoyé vers certains de ses partenaires africains et qui a aussi décomplexé, je dirais, certains, et je reviens à mon propos, qui étaient jusque-là, je dirais, les plus réfractaires à la démocratisation sur le continent. Et certains, d'ailleurs, qui ont trouvé le moyen d'établir une sorte de compétition artificielle en ce qui concerne leurs relations extérieures entre la Chine, d'un côté, et leurs partenaires occidentaux. Je veux dire, c'est un jeu dangereux dont les peuples africains sont malheureusement des spectateurs, mais des spectateurs de plus en plus vigilants, heureusement. Sur la Chine, je me permets d'intervenir. Oui. Il y a un point qui me paraît très important, dont on parle beaucoup, c'est celui du règlement de la dette. La Chine est un des principaux créanciers de pays africains. Pour certains pays, même, cette proportion atteint c'est un pays très lourdement endetté, je pense à la Zambie, des proportions dramatiques. Et la question qui se pose pour le multilatéralisme qui nous est cher, c'est est-ce que la Chine acceptera de jouer le jeu multilatéral également dans le traitement de la dette, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la Chine a accordé des remises de dette à certains pays, notamment au Cameroun ou à la République démocratique du Congo, la République du Congo, mais dans un cadre bilatéral, avec une exception quand même récente, lorsqu'à la suite de la crise de la Covid-19, les principaux créanciers se sont mis d'accord pour repousser le remboursement des échéances de la dette pour toute l'année 2020. Donc, c'est une initiative de G20. La Chine s'est associée à cette initiative. Est-ce qu'elle ira plus loin dans le traitement multilatéral de la dette? Est-ce qu'on peut espérer un jour une coopération entre la Chine et le Club de Paris? Ça, naturellement, ça reste à voir, mais ce sera certainement une des pierres de touche des progrès que le multilatéralisme pourra faire dans le domaine financier. Alors, peut-être que je peux dire un mot, parce que je suis très mêlé à cette question. Oui, j'imagine. 2-3 précisions. D'abord, comme tu l'as dit,
la Chine, au G20, le 15 avril, a participé pour la première fois dans un cadre multilatéral à un système de moratoire sur la dette qui annonçait les futures annulations. Alors après, il y a un sous-débat. Est-ce que la Chine met tous ses crédits là-dedans? Il y a tout un débat sur la China Development Bank. Je ne rentre pas dans les détails. Bien. Mais là, bien. Deuxièmement, il y a ce que je disais tout à l'heure. Au dernier G20 des ministères de Finances, la Chine, au niveau technique, a accepté un traitement commun, c'est-à-dire multilatéral, pour les futures annulations de la dette. Est-ce que ça va être mis en œuvre ou pas? On va voir si le 13 novembre, la Chine le signe. Si elle le signe, c'est un très gros progrès. Et c'est tout ce que nous essayons de faire, la France. On va essayer de faire un sommet en mai 2021 sur le financement de l'Afrique et les questions de dette. Évidemment, avec l'intention d'inviter la Chine pour essayer de la faire converger pour qu'il y ait un level playing field sur tous les sujets et plus de transparence dans un cadre multilatéral sur la dette avec la Chine, bien sûr. Si je peux dire un mot aussi sur la question de la dette, je sais que je veux concourir avec mon ami Alain Leroy que c'est vrai qu'il y a des petits pas, il y a des progrès que la Chine est en train de faire de plus en plus pour un traitement multilatéral de la question de la dette, même s'il a indiqué certaines institutions qui sont considérées par la Chine comme des institutions de financement privé et par les autres comme des institutions publiques sont exclues de ce champ pour le moment. Mais c'est vrai que aussi du côté africain, depuis la naissance de la pandémie, quand même les chefs d'État africains ont eu un engagement direct avec les responsables chinois pour vraiment insister beaucoup sur un traitement beaucoup plus ambitieux et multilatéral de cette question de la dette. Donc, je crois qu'il y a des pas dans la bonne direction qui doivent être pris en compte. Et je sais aussi que quand Francis Laloupo a parlé aussi de la question de la diversification des partenaires, c'est aussi une donnée importante pour l'Afrique. C'est vrai qu'il a parlé aussi d'un certain nombre de jeux d'alliance pour un certain nombre de dirigeants qui se sentent plus à l'aise dans ce cadre. Mais ce qui me semble être important, c'est que dans ce jeu pour l'Afrique, il est important pour nous que l'ensemble de nos partenaires comprennent que nous avons une légitimité d'entretenir des relations avec les uns et les autres. Et souvent, on a le sentiment que certains de nos partenaires viennent avec un ton beaucoup plus condescendant pour dire aux Africains les partenariats que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais je crois que la meilleure façon pour l'Afrique de pouvoir avoir ce choix, c'est que si l'ensemble des partenaires, si par exemple la France a une appréciation différente de ce que nous faisons avec la Chine, mais qu'elle fasse des infrastructures, des projets, des réalisations qui nous permettent aussi de comparer, parce que je pense que les dirigeants ne sont pas bêtes, chacun voit un peu ce qui se fait, on sait qu'il n'y a pas d'angélisme dans cette affaire et qu'il n'y a pas de perfection aussi, mais les gens cherchent vraiment à pouvoir comparer. Donc, c'est ce que nous disions aussi à nos amis américains, quand ils critiquent les interventions chinoises, on dit, mais parce que vous n'êtes pas là, venez, faites des choses qui nous permettent aussi d'avoir des options et d'avoir des choix. Il y a une question spécifique qui concerne la créativité artistique. Je voulais vraiment parler de ça en 1 minute parce que ça me semble être important. L'année prochaine, au niveau de l'Union africaine, le thème de l'année, c'est sur la culture. Je crois que ça permettra d'aller beaucoup plus au fond des choses. Mais il dit comment soutenir la créativité. Moi, je connais une fondation qui s'appelle un fonds qu'ils ont établi, qui est dirigé par un de mes compatriotes, M. Mahmoud Dafé, qui est le Fonds pour la culture en Afrique, qui est essentiellement financé par des philanthropes, des artistes eux-mêmes, des individus privés. Ce type de projets innovants permettent d'aider, mais naturellement, les États ne doivent pas être en marge. C'est les États qui doivent faire, et dans la plupart de nos États en Afrique, le budget pour la culture est plus que négligeable, contrairement à certains engagements politiques. Il y a vraiment des efforts énormes à faire parce que c'est la culture qui permet vraiment de définir même notre vision, notre engagement dans le contexte multilatéral et qu'est-ce que l'Afrique peut aussi apporter. Je crois que la culture peut être vraiment un apport important pour l'Afrique pour se positionner sur la scène internationale. Mais quand on suit les financements, ils ne sont pas là. Absolument. Vous permettez d'enchaîner sur une question qui a été posée, question de Youssa Tirakam Traoré à tous les panélistes. Ne pensez-vous pas que le multilatéralisme soit aussi victime de son inefficacité opérationnelle? On a parlé des moyens des organisations, notamment des moyens de l'OIF. Est-ce que ça ne joue pas aussi pour d'autres organisations? 2 autres questions encore, et puis nous serons ensuite obligés de clôturer, mais je vais donc vous recéder la parole. Une question concernant les jeunes. Est-ce qu'on pourra progresser sur la voie du multilatéralisme sans faire intervenir davantage les jeunes?
Et puis, notre amie que nous connaissons bien, Marie Fall, nous dit, que au nom de tous, je voudrais la saluer, nous dit depuis le Canada qu'elle regrette, et on en a parlé au début, et malheureusement, on ne peut que lui donner raison, qu'il n'y ait que des hommes pour débattre de cette question importante aujourd'hui, et sans les femmes, on n'arrivera pas à faire beaucoup de progrès. Heureusement, notre présidente est là pour sauver l'honneur, mais enfin, quand même, ce n'est pas suffisant. Et nous avons tous des expériences de rôle extraordinaires que les femmes ont pu jouer pour amener la paix ou pour résoudre les questions de développement. Donc, je vous demande très rapidement de réagir à ces différents points avant que je donne la parole à notre présidente pour conclure cette discussion. Si vous avez des réactions. Peut-être, alors je vais me lancer sur la question des femmes. On est au cœur de la question du multilatéralisme. Enfin, moi, quand je peux parler, je suis ravi parce que je suis issu d'une famille de 5 filles. Donc, dans ma famille, j'ai peu la parole. Donc, mais c'est un cas particulier. Mais on est au cœur du sujet. C'est à nous tous de prendre en compte plus régulièrement l'ensemble des diversités de profils, de parcours, de cultures. Voilà, donc c'est au cœur du sujet. Sur les jeunes, je pense que j'en ai parlé. On ne pourra pas faire une gouvernance mondiale ou régionale, en tout cas multilatérale, sans la jeunesse. Voilà. En plus, l'éducation des jeunes est de plus en plus précoce et de plus en meilleure en meilleur. Donc, ils ont maintenant, à des âges très jeunes, la capacité de réagir, de penser, de donner leur opinion. Et puis, un tout petit commentaire sur ce qu'a dit monsieur le ministre. Il a complètement raison. Je veux dire, si on se plaint de la Chine, il faut nourrir la relation. Or, si on regarde la France, pour réagir et terminer ce sujet-là, en tout cas ce soir, après la période de France-Afrique, à partir du président Sarkozy, la France s'est concentrée progressivement et ses moyens et ses centres d'intérêt vers la question sécuritaire en Afrique et a délaissé, et de plus en plus, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le constat qu'on a fait, une grande partie des autres champs. Le champ économique, le champ culturel qu'on a sous-traité à d'autres organisations, etc., etc. Voilà, c'est pas parce qu'on a les jeux de la francophonie que pour autant, au quotidien, les relations sont nombreuses. Donc, c'est vrai, pour boucler ce sujet-là, que la France doit investir tous les champs de la relation avec l'Afrique et pas uniquement un champ institutionnel, diplomatique et focalisé aujourd'hui sur la sécurité. La France dans l'Europe. Oui, c'est ça le début. C'est la France dans l'Europe, c'est l'Europe-Afrique. Quand vous interrogez Pascal Lamy, il dit la priorité de l'Europe, c'est l'Afrique, la deuxième, c'est l'Afrique, la troisième, c'est l'Afrique. Donc, il n'y a pas de débat. On est bien d'accord sur les 3 points. Un, c'est la France dans l'Europe et la France pousse l'Europe à en faire plus pour l'Afrique. Moi, j'ai vu au Conseil européen combien la France cherche à intéresser tous les autres pays européens à l'Afrique, ça c'est bien clair, sur les aspects sécurité et développement, bien sûr. Mais une nuance quand même, quand vous dites, M. Fuchs, que la France s'est concentrée sur les aspects sécurité, on peut tout à fait nuancer, parce que par exemple, cette année, c'est quand même sur l'initiative sur la dette en Afrique, c'est la France qui est à l'origine. C'est la France qui l'a poussé au G20. La France, en tant que président du Club de Paris et président du groupe de travail sur la dette au G20, c'est la France qui est à l'initiative de ça. Bien. Et dernier point, sur femmes et jeunes, c'est évident, quand on pousse l'Alliance pour le multilatéralisme, quand la France pousse cette idée-là, c'est très clair, comme je l'ai dit, c'est avec les États, les grands acteurs, les grandes sociétés et tous les représentants de la société civile. Et bien sûr, jeunes et femmes sont au cœur de cette dynamique pour dire le multilatéralisme, ce n'est pas seulement l'affaire des États, c'est aussi l'affaire des sociétés civiles, dans lesquelles jeunes et femmes ont évidemment un rôle essentiel à jouer. Merci beaucoup. Pour les jeunes, peut-être si je peux dire un mot aussi. Je crois qu'on va conclure après vous. La question des jeunes est extrêmement importante parce que c'est demain, si le multilatéralisme doit réussir, ça se fera avec eux parce que c'est eux qui seront les responsables. Donc, si nous n'investissons pas en eux pour qu'eux puissent être des vecteurs, des moteurs de ce que la crise que nous traversons aujourd'hui, demain, probablement, c'est eux qui apporteront les réponses. Mais si on prend le cas seul de l'Afrique, il ne s'agit pas de dire seulement que les jeunes sont importants. L'Afrique aujourd'hui, c'est près d'1 milliard de population. On sait qu'en 2050, on aura près de 800 à 900 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive à créer que 3 millions d'emplois par an. Et il nous faut 12 millions d'emplois par an pour pouvoir répondre à ces préoccupations. Donc, tant qu'on ne répond pas à ça, je crois qu'on aura des problèmes. L'instabilité dans les pays, les gens qui marchent dans les rues,
c'est qui? Ce sont ces jeunes gens. Qui est-ce qui prend les armes? Qui est-ce qui rejoint le groupe terroriste? Ce sont les mêmes. Donc, je crois que rien ne pourra se faire dans le cadre régional ou national sans ces jeunes, mais qu'on sorte de l'incantation, il faut des réponses politiques, il faut des réponses économiques pour en faire vraiment des acteurs, et aussi qu'on ne parle pas sans eux, qu'on donne la voix aux jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent parler, parce que malheureusement, on parle des jeunes souvent sans eux. Merci beaucoup, vous avez tout à fait raison. Et cette association des jeunes passe aussi par le rôle des entreprises, passe aussi par le rôle des organisations de la société civile. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous sommes rejoints par l'heure. Avant de donner la parole à notre présidente pour conclure notre discussion, je voudrais à titre personnel saluer tous les gens, tous les amis qui nous ont suivis de par le monde, avec une pensée particulière pour le Conseil présidentiel pour l'Afrique et son coordinateur, Wilfried Laureano Dorrego, je comprends qu'il nous a suivis. Une pensée aussi pour nos amis du FERAM et son président, mon ami l'ambassadeur Francis Etienne, que je salue bien fidèlement. Madame la Présidente, il vous revient de conclure cette discussion. Merci, Monsieur l'ambassadeur, vice-président de l'Institut Afrique Monde. Vraiment, je souhaiterais remercier bien chaleureusement tous les conférenciers, Monsieur Diop, qui nous parle de l'Union africaine avec beaucoup d'enthousiasme et qui vraiment nous décrit toutes les actions que l'Union africaine fait. Et nous sommes convaincus que l'Union africaine a un rôle important à jouer. Vous ne faites que confirmer ce que nous pensons. Je voudrais remercier Monsieur Laloupo, grand amoureux de la démocratie et qui en parle avec beaucoup de passion. Vraiment, merci d'être venu vous joindre à nous. Monsieur Fuchs, qui est représentant ici de l'OIF et qui nous montre toute l'importance que l'OIF devrait avoir dans le monde, qui doit prendre sa place dans le monde. Remercier également Monsieur Alain Leroy, grand connaisseur de l'ONU. Nous apprenons beaucoup sur l'organisation chaque fois que vous nous intervenez. C'est la deuxième fois que vous joignez à nous. Merci beaucoup. Merci à notre vice-président, le modérateur Gompertz, connaisseur de toutes ces questions internationales. Nous vous dérangerons chaque fois que nous pourrons parce que avec plaisir. Vous animez bien les débats. Merci à Claude qui est à la partie technique. Merci à Claude. Merci. Nous sommes vraiment particulièrement heureux de vous avoir entendu ce soir parce que nous sommes partisans du multilatéralisme. Vous êtes venus nous dire ce soir que le multilatéralisme est en crise effectivement dans le monde, mais qu'il n'est pas mort. Le multilatéralisme, c'est la solution et nous nous réjouissons particulièrement des initiatives qui sont prises encore dans le monde pour restaurer cette nouvelle forme du multilatéralisme. Nous nous réjouissons particulièrement de la future alliance qui va naître à partir du 12 novembre. Et le multilatéralisme maintenant est devenu non pas un multilatéralisme des États, mais des peuples et des citoyens, des ONG, des entreprises. Et c'est ainsi que ce multilatéralisme va prendre une nouvelle forme importante dans le monde. En tout cas, même s'il est en difficulté, il n'est pas mort, il est seulement en crise et les difficultés ne sont que conjoncturelles. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous avez pris de votre temps pour venir nous instruire et nous vous appellerons régulièrement pour que vous veniez nous instruire encore chaque fois que nous en aurons besoin. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci.